Chunk One. Dans le monde du hip-hop rap, Tupac, mon frère, était le roi de la colline, le chef, le roi du rap. Et avec ça vient beaucoup d'envie et de jalousie, et, vous savez, toutes sortes de choses. Et tout ce que je peux en déduire, c'est qu'il y avait des groupes de personnes jalouses, envieuses et pleines de haine. Pendant des décennies, l'histoire de Tupac a semblé gravée dans le marbre. Un incident tard dans la nuit à Las Vegas, transporté d'urgence à l'hôpital 6-10 jours, puis sa vie a été écourtée. C'était un récit que tout le monde répétait. Les organes de presse, les documentaires, les interviews, tout ce que vous voulez. Cela fait 27 ans. Toutes sortes de soupçons, toutes sortes de « vous savez », mais jusqu'à ce qu'on puisse réellement prouver quelque chose. Mais maintenant, l'histoire pourrait ne pas être ce que nous pensions tous. Le frère de Tupac, Maké Shakur, s'est récemment exprimé d'une manière qui bouleverse tout, calme, concentré et inflexible. Il a dit à Piers Morgan quelque chose qui a fait que tout le monde s'est arrêté. On nous a menti pendant des années. Tupac Shakur était la lumière la plus brillante du hip-hop américain jusqu'à ce qu'il soit abattu 4 fois lors d'une attaque au volant en 1996. Sa mort a choqué le monde. Ce n'est pas une rumeur d'Internet, c'est de la famille. Map a grandi avec Tupac, a partagé sa vie et le connaissait mieux que presque personne. Quand il parle, ça a du poids. Il se souvient d'un moment, il y a des années, où quelqu'un affirmant n'avoir aucune implication dans la mort de Tupac l'a contacté. Map et son équipe ont écouté, mais même alors, ils n'étaient pas convaincus. Et la légende de Tupac n'a fait que grandir depuis, ainsi qu'une fièvre de spéculation sur qui l'a planifié, qui l'a ordonné et qui l'a fait. Mais 27 ans, c'était l'un des crimes non résolus les plus médiatisés d'Amérique, jusqu'à ce que finalement, il y a un an, Duane Kiddy Davis soit inculpé. Il s'est vanté d'être à l'intérieur de la Cadillac d'où les tirs mortels ont été tirés, bien que pas par lui. Et puis, il y a Diddy. Pendant des années, il a juré qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Tupac. Mais en 2008, plus de 10 ans plus tard, il a appelé personnellement la famille Shakur par l'intermédiaire de l'animateur radio Big Boy pour clarifier les choses. C'était une décision délibérée. Chunk 2. Les innocents s'éloignent généralement des murmures et des rumeurs. Mais Diddy s'est senti obligé de s'expliquer. Pensez-vous que Puffy était impliqué? Seuls eux peuvent répondre à cette question. J'ai ma propre opinion, mais je ne calomnierai pas leur nom comme ils ont calomnié le mien. Je ne dirai pas des choses que je savais. Vous voyez ce que je veux dire? Je le crois. Oui, je le crois. J'ai des preuves, des choses que je pourrais dire qui étayeraient de mon affirmation, mais ce n'est pas pour que le monde le sache. Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre moi et lui seul le sait. Même avec des avocats et des conseillers qui guidaient probablement chacun de ces mots, McCree n'y a pas cru. Il a écouté, pesé le déni et a laissé tranquillement ses doutes parler d'eux-mêmes. Le message était clair. Des décennies plus tard, la vérité finit par éclater. Ce n'est pas juste une autre relecture de la mort de Tupac. C'est une fissure dans l'histoire que nous pensions connaître, un aperçu derrière les gros titres et un rappel que parfois, les voix les plus importantes viennent de ceux qui l'ont vécu. Des années après que les gros titres se soient estompés, une vaguelette tranquille se transforme en vague. Mim Shakur, sans crier, sans jouer, est simplement entré dans la lumière et a commencé à poser des questions que les gens ont cessé de poser. Son approche est discrète mais délibérée. Des phrases mesurées, des pauses délibérées, comme s'il laissait les autres relier les points par eux-mêmes. Pendant ce temps, le monde autour de l'une des figures les plus puissantes de l'industrie musicale est en train de changer. Actions en justice, enquêtes fédérales, perquisitions de domicile. L'échafaudage de l'influence montre des fissures,
Les gens qui avaient l'habitude de se taire commencent à parler. Lorsque les institutions qui semblaient autrefois intouchables vacillent, les vieilles histoires font l'objet d'un nouvel examen. Vous vous souvenez de l'appel téléphonique que j'ai reçu en 2008 ? Ce qui était censé être un contrôle des dommages se lit maintenant différemment, plus comme une tentative urgente de repousser les rumeurs qu'une clarification pacifique. Si vous acceptez complètement la version officielle des événements, vous ne continuerez probablement pas à chercher des réponses pendant des décennies. Chunk 3. La plupart des gens laisseraient le passé reposer. Mapp ne l'a pas fait. Il ne fait pas dans le sensationnalisme. Il est précis. Il choisit de petites phrases révélatrices au lieu de grandes accusations. Cette retenue rend ce qu'il dit plus lourd, comme une main posant une tuile qui change toute la mosaïque. Il ne court pas après le drame des tabloïds. Il insiste pour que certaines questions soient prises au sérieux. Et le timing est notable. Lorsqu'une personnalité publique est confrontée à de nouvelles pressions juridiques, les murmures précédemment enfouis peuvent prendre une nouvelle lumière. Ce n'est pas nécessairement une preuve de quoi que ce soit en soi, mais cela change le contexte. Les déclarations d'il y a des années semblent différentes lorsqu'elles sont examinées à côté de nouvelles preuves. Les démentis désinvoltes semblent différents lorsqu'une organisation entière est sous le microscope. Quoi que vous croyiez du passé, ce moment oblige les gens à réévaluer. Il s'agit moins de rumeurs que de réexamens, de sortir de vieilles pièces de boîte, de les dépoussiérer et de voir si elles correspondent toujours à la même image. Si les instincts de Macri sont corrects, les historiens et les journalistes pourraient bientôt retravailler des chapitres. Nous pensions que nous avions terminé. Les gens commençaient à assembler les pièces et soudain, Didi a ressenti la pression. On peut presque l'imaginer décrocher le téléphone pour essayer de contrôler l'histoire. Mais voici le piège. Une fois que vous vous démenez pour prouver votre innocence, la partie est déjà en train de vous échapper. La phrase de Mime Chakour, « La vérité finit toujours par éclater », ce n'est plus seulement inquiétant, ça commence à ressembler à une prophétie. Mais croyez-vous maintenant que Didi Lee pourrait avoir été impliqué dans cette première fusillade ? Je ne sais pas, Pierce. Je ne sais pas. D'où l'enquête. Aucun de nous ne sait. C'est la meilleure façon pour nous d'obtenir des réponses en menant une enquête réelle sur son cas, peu importe qui était responsable ou les qui étaient responsables dans chaque incident. Pendant des années, Didi a nié toute implication dans la mort de Tupac. Chunk 4. Mais en coulisses, les enquêteurs pourraient avoir eu des preuves accablantes depuis le début. Ce ne sont pas des rumeurs de rue ou des commérages. Ce sont des enregistrements d'interrogatoires fédéraux, et les chiffres sont stupéfiants. Le nom de Didi reviendrait 47 fois en lien avec Tupac's 47. Les enregistrements incluent des déclarations de K.D., l'homme même qui fait maintenant face à des accusations liées à la mort de Tupac. Il n'a pas chuchoté en secret. Il s'est assis sous les lumières fédérales, a été enregistré et aurait détaillé comment Didi aurait offert des millions pour Tupac et Suge Knight. Une ligne de ces enregistrements revient sans cesse. Une ligne tellement glaçante qu'elle pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir. Beaucoup de gens se demandent pourquoi conserver ces enregistrements pendant des décennies s'ils n'avaient pas d'importance. Pourquoi les procureurs considéreraient-ils KPD comme suffisamment crédible pour porter des accusations s'il n'y avait pas de substance derrière ces mots? Pendant ce temps, Didi a passé ces mêmes années à bâtir son empire, à remporter des prix, à prononcer des discours sur la paix et à nier publiquement tout lien avec la mort de Tupac. Mais pendant tout ce temps, les bandes étaient stockées dans les casiers à preuves, silencieuses mais puissantes, comme des ombres attendant d'être projetées. Maintenant que Didi fait face à des accusations de racket et que son empire est sous surveillance, ses anciens enregistrements pourraient enfin sortir de l'ombre.
Les procureurs utilisent souvent des preuves plus anciennes pour renforcer les affaires en cours. S'ils peuvent lier Diddy au crime organisé aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche de le relier à des complots présumés des années 90? Potentiellement dire ce que vous avez vraiment en tête? Parce que vous savez, et je sais que tout le monde croit que Diddy était impliqué dans les deux choses et avait une implication directe dans la mort de votre frère. C'est ce que les rues disent depuis 27 ans. Les allégations de PVD concernant des primes d'1 million de dollars ne ressemblent soudainement plus à du oui-dire. Elle pourrait être la pièce manquante dans l'un des mystères les plus notoires de la musique. Si ces bandes se retrouvent un jour devant un tribunal, les démentis de Diddy pourraient ne pas tenir plus longtemps que son fragile empire. Et il y a plus. Lors des perquisitions du FBI dans les maisons de Diddy, les agents ne cherchaient même pas des preuves liées à Tupac. Ils poursuivaient des dossiers modernes, des finances, des pistes de raquettes. Mais parfois, les plus grandes découvertes se produisent par accident. Enfouis parmi les papiers, les enquêteurs auraient trouvé des documents marqués d'un seul mot, Cuba. Pour la plupart, cela pourrait sembler insignifiant. Mais dans une affaire aussi embrouillée, rien n'est aléatoire. Surtout lorsque ce seul mot relie une spéculation de longue date, selon laquelle Tupac aurait simulé sa mort et s'y serait échappé. Vous vous souvenez de la tante de Tupac, Assata Shakur? Chunk 5. Elle vit à Cuba depuis 1944, alimentant les théories du complot depuis des décennies. Soudain, ce qui semblait autrefois impossible commence à paraître très plausible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il y a un fil conducteur dans cette histoire qui s'écarte de la carte habituelle et qui commence avec Michael Nice, un homme qui s'est autrefois tenu aux côtés de Tupac. Il a raconté une histoire incroyable selon laquelle, après l'incident, des plans ont été faits pour emmener Tupac loin, qu'un échange de corps a eu lieu à l'hôpital, qu'un jet privé attendait et qu'un chemin menait à Cuba. Cela se lit comme un roman d'espionnage, pas un bref compte-rendu, ce qui est exactement la raison pour laquelle la plupart des médias l'ont ignoré. Puis Michael a disparu. Pas une disparition dans la retraite, mais un arrêt soudain. Pas de déclaration, pas de preuves publiées, juste du silence. Lorsque les affirmations de témoins oculaires sont associées à une source qui disparaît, les faits et la fiction s'estompent rapidement. Maintenant, imaginez ajouter un détail. Des références à Cuba apparaissant prétendument parmi les dossiers privés de personnalités éminentes. Ce détail à lui seul change la gravité de l'histoire. Là où auparavant l'idée de Tupac et de la Havane ressemblait à de la fanfiction, une piste de papier reliant quiconque dans le monde de la musique à des contacts cubains transforme la spéculation en quelque chose avec lequel les enquêteurs doivent être comptés. Supposons que ces dossiers incluant des messages, des registres ou des notes, des fragments qui pointent vers des voyages, des paiements ou des noms. Rien de tout cela ne prouve qu'un homme est vivant. Mais dans une enquête, les schémas comptent, les mentions répétées, les miettes financières, un nom qui ne cesse de réapparaître. Ce sont les choses qui transforment la rumeur en preuve qu'il vaut la peine de suivre. Et dans les murmures de la Havane, des photos floues, une grande silhouette assise dans un café de coin, et le récit passe de peut-être à peut-être enquêté. Non pas parce que les potins sont vrais, mais parce que l'ensemble des bizarreries exige des réponses. Si les procureurs ou les journalistes mettent un jour ces documents en lumière, ils ne feront pas que revenir sur de vieux mystères. Ils poseront de nouvelles questions sur qui savait quoi, quand et pourquoi certaines pistes ont été laissées sans surveillance. Cela ne réécrit pas automatiquement l'histoire, mais cela nous oblige à rouvrir des dossiers que nous pensions autrefois terminés. Et c'est parfois là que la vraie histoire commence. Juste au moment où vous pensez que le mystère de Tupac ne pourrait pas devenir plus trouble, la paperasse officielle parvient à rendre les choses encore plus étranges.
Commençons par un rapport du coroner. Soi-disant, la seule partie de l'histoire qui devrait être hors de question, mais d'une manière ou d'une autre, les détails les plus élémentaires ne correspondent pas. La taille et le poids de Tupac, tous deux incorrectement répertoriés. Ce ne sont pas des mesures compliquées. N'importe quel médecin légiste pourrait les obtenir correctement sans réfléchir à deux fois. Chunk 6. Mais dans ce cas, l'une des morts les plus médiatisées de l'histoire de la musique, de telles erreurs passent inaperçues. Coïncidence? Peut-être, mais ce n'est certainement pas bon signe. Et ce n'est que le début. L'homme qui aurait géré la crémation de Tupac, il a démissionné immédiatement après. Pas quelques mois plus tard. Pas après avoir terminé quelques autres affaires juste après Tupac. Il a quitté ce travail pour toujours. Maintenant, c'est étrange. La plupart des gens traiteraient une affaire aussi médiatisée comme un point culminant de leur carrière, pas un signal pour disparaître complètement de l'industrie. Et puis, il y a cette nuit fatidique à Vegas, le 7 septembre 1996. La ville était en effervescence après le combat de Tyson. Le strip était rempli de gens, de voitures, de lumières clignotantes et d'appareils photo partout. Pourtant, personne n'a réussi à voir clairement qui a appuyé sur la gâchette. Pas de vidéo, pas de témoins oculaires fiables, rien. Comment est-ce possible dans une scène aussi bondée et chaotique? Et le seul homme assis juste à côté de Tupac, Suge Knight, n'a jamais semblé entièrement d'accord avec l'histoire officielle. Au fil des ans, il a laissé entendre subtilement que quelque chose dans tout ça ne lui semblait pas juste. Mais en 2014, il est allé plus loin en parlant à TMZ. Suge a carrément dit « Pourquoi croyez-vous que personne n'a été arrêté? Parce que Tupac n'est pas parti. » Dans une déclaration à l'époque, a-t-il déclaré que cette histoire est un mensonge, l'histoire du LA Times. Maintenant, cela ne vient pas d'un théoricien d'Internet aléatoire. C'est Suge Knight, l'homme dans la voiture. Lorsque les balles ont volé, il était là. Il a vu ce qui s'est passé. Donc, quand il fait une déclaration comme celle-là, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander s'il ne fait qu'attiser le feu ou s'il essaye de dire quelque chose que le monde n'était pas prêt à croire. Au début, les mots de Suge auraient pu ressembler à une autre affirmation sauvage jetée dans la mer de rumeurs du hip-hop. Mais quand vous les alignez à côté de tout le reste, cela ne correspond pas. Les choses commencent à paraître différentes. Le rapport du coroner à lui seul soulève des sourcils. Mauvaise taille, mauvais poids, tout est faux. Chunk 7. Comment peut-on se tromper à ce point quand le monde entier attend des réponses? Ensuite, vous avez des témoins qui se sont exprimés au début, mais qui se sont ensuite tus. Certains ont même disparu complètement. Et l'homme qui aurait incinéré Tupac, il a quitté sa carrière juste après. Aucune explication, juste parti. Qui fait ça? Et n'oublions pas la nuit elle-même, le 7 septembre 96. Le strip de Vegas débordait de monde après le combat de Tyson. Appareils photo qui flashent, foule qui bourdonne, chaos partout. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, personne n'a vu le gars. Pas de photos claires, pas de témoins fiables, pas de détails concrets. C'est comme si tout avait été avalé par la nuit. Maintenant, pris isolément, ces moments pourraient ressembler à des coïncidences, mais mettez-les ensemble et vous commencez à voir un schéma troublant. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et soudain, le même type de silence et de manipulation semble refaire surface autour de Diddy. Il fait face à des accusations fédérales de racket, à des perquisitions du FBI et à des initiés qui changent d'avis à gauche et à droite. Les procureurs ne présentent pas cela simplement comme un autre scandale de célébrité. Ils décrivent Bad Boy Records comme un empire criminel déguisé. Nous parlons d'accusations de coercition, d'exploitation et de contrôle organisé. C'est moins un label de musique qu'une opération de mafia.
Et puis il y a cette sombre légende des soi-disant soirées de freak-off. Autrefois considérées comme des potins hollywoodiens, elles sont maintenant décrites dans les documents judiciaires comme des montages soigneusement orchestrés. Les invités auraient été filmés, humiliés, et ensuite soumis à un chantage pour qu'ils se taisent. Imaginez avoir ce genre de pouvoir où tout le monde autour de vous est terrifié à l'idée de parler parce que vous avez des preuves qui pourraient les détruire. Ce n'est pas la gloire, c'est le contrôle par la peur. Donc, si ce type de manipulation se produisait prétendument dans les années 2000 et 2010, alors que les médias sociaux et la presse étaient partout, qu'aurait pu se passer dans les années 90 lorsque les projecteurs n'étaient pas aussi brillants? D'anciens initiés décrivent un monde où non n'était pas une option, où les faveurs se transformaient en dettes et où les dettes pouvaient dégénérer en quelque chose de dangereux. Les personnes qui ont résisté ont soudainement changé leurs histoires, se sont retirées des interviews ou ont tout simplement disparu. Cela vous semble familier? Cela fait écho exactement à ce que nous avons vu après la mort de Tupac. Chunk 8. Des preuves manquantes, des témoins disparus et une affaire qui est restée non résolue pendant près de 3 décennies. Alors, est-ce juste une coïncidence? Ou y avait-il un système de peur et de contrôle déjà en place à l'époque, le même que les procureurs allèguent maintenant contre Diddy aujourd'hui? Quoi qu'il en soit, alors que les agents fédéraux fouillent maintenant chaque centimètre de son empire en utilisant la technologie moderne et des ressources illimitées, on a l'impression que le passé est en train de le rattraper. Les mêmes ombres qui ont plané sur cette nuit à Vegas en 96 pourraient enfin faire leur apparition à la lumière. Quelque chose dans cette affaire a toujours senti mauvais. Pas seulement les rumeurs ou les bavardages en ligne, mais les petites bizarreries administratives qui n'ont tout simplement aucun sens une fois que vous commencez à regarder. Prenez la paperasse du coroner. Les mesures de base ont été enregistrées incorrectement. Des erreurs administratives négligées se produisent, bien sûr, mais pas sur un dossier qui serait examiné par des avocats, des amis dans les médias. Ces types d'erreurs sont le contraire d'être rassurants. Ce sont le genre de lacunes que les enquêteurs encerclent avec un stylo rouge. Ensuite, certaines personnes disparaissent du dossier, des témoins qui se sont exprimés initialement et qui se sont ensuite tus. Une personne qui aurait géré les suites du corps aurait quitté la profession immédiatement après. Quitté. Pas de fête de retraite, pas d'interview, juste disparu. Isolément, chacun de ces détails ressemble à du bruit. Mettez-les ensemble et vous commencez à voir un schéma d'absence. Maintenant, faites un saut jusqu'à aujourd'hui. Une personne liée aux anciennes affaires aurait disparu en 2025. Introuvable, même par sa propre équipe juridique. Pensez-y un instant. C'est l'ère des caméras partout, des pistes de données et de la surveillance fédérale. Si quelqu'un peut disparaître dans ces conditions, à quoi ressemblaient les années 90 lorsque la documentation était lourde en papier? La coordination internationale était plus difficile à repérer et les acteurs puissants se déplaçaient avec moins de surveillance. Soyons directs. Si une disparition mise en scène ou une relocalisation élaborée était possible, cela aurait nécessité un réseau de logistique, d'argent et de complicité entre les institutions. Déplacer une personne à travers les frontières et la garder hors de vue n'est pas un travail de bricolage. C'est une opération coordonnée impliquant des personnes qui peuvent ouvrir des portes et fermer des dossiers. Des employés de compagnies aériennes, des agents frontaliers, du personnel médical et, oui, des personnes ayant une influence politique. Chunk 9. On parle de Cuba depuis des années. Des observations chuchotées, des photos floues et maintenant des rapports de documents liés à Cuba dans des dossiers privés. S'il y a quoi que ce soit dans ces documents, il suggérerait plus qu'un simple fantasme oisif. Il pointerait vers des canaux de communication et peut-être même des arrangements qui ont traversé les frontières nationales, ce qui transforme la conversation d'une rumeur folle à une piste plausible. Si vous acceptez cette possibilité, même provisoirement, les implications sont énormes.
Cela signifierait repenser la façon dont l'enquête initiale s'est déroulée, quelles pistes ont été suivies, lesquelles ont été ignorées, et si le silence était accidentel ou orchestré. Cela nous obligerait à nous demander qui a bénéficié d'une histoire qui a clos un chapitre au lieu d'en ouvrir un. Il ne s'agit pas d'approuver les théories du complot. Il s'agit de reconnaître que les événements majeurs laissent de petites traces, mais révélatrices, d'erreurs sur la paperasse, de fins de carrière soudaines et de personnes qui cessent de répondre aux appels. Les enquêteurs et les journalistes apprennent à remarquer ces traces parce qu'elles pointent souvent vers le travail humain qui se passe derrière les récits officiels. Alors, demandez-vous, faites-vous confiance à la version soignée que vous avez entendue en premier, ou êtes-vous ouvert à l'idée que la vraie histoire pourrait être plus désordonnée, impliquant des choix délibérés et un secret coordonné? Si ce dernier est vrai, alors ce qui ressemble à une coïncidence pourrait en fait être l'empreinte d'une longue histoire de couverture soigneusement gérée. Tant que les dossiers ne seront pas rendus publics ou que des témoins fiables ne se prononceront pas officiellement, nous ne le saurons pas. Mais l'ouverture de nouvelles enquêtes et la réapparition d'anciennes preuves suggèrent que ce chapitre n'est pas terminé. Le travail consiste maintenant à suivre la piste de papier et les silences, car c'est là que les réponses se cachent le plus souvent.